Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons l'ample tâche de remonter le temps pour éviter de vous faire patienter trop longtemps pour rejoindre le déjeuner, qui sera certainement aussi un lieu d'échange plus informel. Donc je suis très heureuse de vous accueillir sur cette troisième table ronde qui a pour objet d'aborder, dans le prolongement tout à fait logique de la précédente, les nouvelles menaces globales et leurs interactions. Nous avons déjà eu un avant-goût de cette dialectique, mais nous allons l'embrasser pleinement à présent. Comme pour les autres tables rondes, nous suivons un ordre alphabétique de nos intervenants prestigieux qui nous font l'honneur d'être présents avec nous ce début d'après-midi. Et ces trois intervenants vraiment prestigieux auront la joie d'être suivis par une courte présentation de l'Observatoire sur les périls planétaires qui sera présentée par Monsieur le Général Bernard Norlin et Madame Anne Robin. Comme pour tous les autres intervenants, je n'aurai pas la joie de vous les présenter en détail parce que le temps nous fait défaut. Mais de façon très succincte, je me tourne à présent vers Monsieur Cyril Côme, directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail pour la France depuis 2014. Vous avez une très prestigieuse carrière, Monsieur Cyril Côme, qui vous place aujourd'hui dans les fonctions qui sont les vôtres. Et tout naturellement, la question que nous souhaitons vous poser est la suivante. La maxime de l'Organisation internationale du travail est de tout temps, pas de paix sans justice sociale. Pouvez-vous, s'il vous plaît, en quelques minutes, nous décrire en quoi le renfort de la gouvernance dans le monde du travail concourt à la prévention des crises? Comment appréhende-t-on aujourd'hui la gestion des crises selon votre expertise et quelles actions structurelles mettez-vous en place pour favoriser au sein des sociétés les facteurs de résilience et de paix? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette aimable introduction et puis pour cette invitation qui va m'amener effectivement à vous parler de l'Organisation internationale du travail et à son mandat au service de la paix. Donc mon propos déplacera un petit peu la focale puisque je ne parlerai pas d'armes nucléaires. Je pense être le premier depuis le début de la matinée. Moi, mon propos sera plutôt pour essayer d'éclairer le débat sur les facteurs sociaux qui sont sous-jacents à la paix. Et je pense que la meilleure introduction pour ce propos, c'est, à défaut peut-être de rattraper le temps, en tout cas de remonter un petit peu le temps, à vous parler un peu d'histoire et à vous parler des circonstances de la création de l'Organisation internationale du travail, qui est aujourd'hui la plus ancienne des organisations du système multilatéral, puisqu'elle a été créée par le traité de Versailles comme un appendice, si vous voulez, de la Société des Nations, donc du premier système, de la première tentative d'organiser les relations entre États à travers un système de solidarité internationale et de coopération internationale. C'est aujourd'hui une agence spécialisée des Nations Unies sur les questions sociales. Et les premiers mots de ces textes fondateurs, de sa constitution, sont les suivants: pas de paix durable sans justice sociale. Donc le lien est on ne peut plus clair pour nous. Et je crois que c'est intéressant de se pencher sur ce qu'avaient en tête les fondateurs de l'OIT pour avoir introduit à ce point un lien aussi étroit entre la notion de justice sociale et la paix. On se trouvait à cette époque, donc en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la fin du premier grand traumatisme d'une entreprise de destruction à une échelle que l'on n'avait jamais vue auparavant, et qui avait abouti à un tremblement de terre et à une remise en cause profonde de l'ordre de l'époque, de l'ordre politique, économique et social. On était également 2 ans après la révolution russe, la révolution bolchevique, avec donc une très vive prise de conscience des fondateurs de l'OIT et des pays victorieux de la Première Guerre mondiale, en l'occurrence, et en premier lieu la France et l'Angleterre, une prise de conscience qu'il fallait trouver une façon, au niveau international, d'organiser la conciliation entre les principes de la démocratie politique
les principes de l'économie de marché et ouvrir une voie pour le progrès social. L'OIT, c'est ça. C'est une entreprise de réforme sociale au niveau international et la création du dialogue social qui n'existait pas vraiment dans aucun pays à l'époque. Le dialogue social, le concept même de dialogue social est inventé dans les textes constitutifs de l'OIT comme une façon d'organiser ce progrès social par le dialogue entre les travailleurs et les employeurs et d'assurer d'une certaine façon la paix à l'intérieur comme condition d'assurer la paix à l'extérieur. Je vous cite quelques lignes de cette constitution de 1919 de l'OIT qui résume mon propos. Les premiers mots donc sont « attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». Et suit un autre alinéa un peu plus loin, « attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, qui engendrent un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. » Donc là, vous avez vraiment les fondements intellectuels et théoriques de ce lien, de cette corrélation entre la paix et la justice sociale. Et toute l'histoire de l'OIT, toute l'histoire du monde depuis 1919 n'ont cessé de rappeler l'actualité de ce lien. Les exemples sont nombreux. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice sociale ? La justice sociale, et c'est sans doute mieux comme ça, n'a jamais été définie en termes juridiques. C'est un concept éminemment politique, mais ce que l'on peut en dire, c'est qu'elle va bien au-delà de la simple idée d'une répartition équitable des ressources et des richesses au niveau mondial, ce qui est déjà beaucoup. Mais ça va bien au-delà, puisque le concept de justice sociale touche aussi au fondement des sociétés et à leur organisation. La justice sociale, c'est quelque chose qui exige une notion de droit universel. Alors un universel, je rejoins ce que Madame Robert, vous disiez tout à l'heure sur la justice sociale, sur la notion d'universel. Effectivement, un universel qui n'est pas défini en surplomb, mais qui est plutôt défini en creuset, je dirais. Donc elle exige des droits universels, elle exige des institutions crédibles et elle exige un état de droit qui permettent de garantir que chaque individu, et là je cite une autre phrase des textes constitutifs de l'OIT, la déclaration de Philadelphie adoptée en 1944, donc garantir que chaque individu puisse poursuivre son bien-être matériel et son développement spirituel dans les conditions de liberté et de dignité. Donc ce lien n'a cessé d'être vérifié tout au long de l'histoire. Alors aujourd'hui, quel est un peu l'héritage de ce mandat plus que centenaire de l'Organisation internationale du travail? Eh bien, l'héritage, c'est d'abord des normes internationales qui aujourd'hui arriment un certain nombre de droits sociaux dans le bloc des droits humains reconnus au niveau international, qu'il s'agisse de l'interdiction du travail forcé, qu'il s'agisse de la lutte contre le travail des enfants, de l'interdiction des discriminations et bien entendu aussi de la liberté syndicale et du droit de la négociation collective. Donc les droits humains comportent des droits sociaux et les droits sociaux sont aussi aujourd'hui conçus et mobilisés par un certain nombre de programmes techniques que l'on met en œuvre sur le terrain. Ces droits sont aussi mobilisés comme des facteurs de prévention des crises. Et j'aimerais dire un mot là-dessus, ça me semble un point extrêmement important pour la réflexion de ce colloque. Lorsque on lutte contre le travail des enfants, lorsque l'on développe des normes sur la définition et l'interdiction du travail forcé, on contribue à prévenir des crises et des conflits. Promouvoir des droits, c'est prévenir les crises et les conflits. Et on s'en rend, je crois, d'autant mieux compte quand on raisonne à contrario. Aujourd'hui, notamment, si l'on regarde un certain nombre de conflits qui sévissent dans l'Afrique subsaharienne, on prend la mesure de la façon dont un certain nombre de vulnérabilités qui sont liées au travail informel, qui sont liées à la misère d'un certain nombre de populations, sont des facteurs qui concourent grandement aux crises, à prendre une ampleur démesurée. Tout simplement parce que sur ces terrains-là, les coûts d'opportunité, je dirais,
Pour s'enrôler dans des conflits, pour reprendre une image d'économiste, ces coûts d'opportunité sont relativement faibles. Et toute l'action de renforcement, ce qu'on appelle techniquement le renforcement des capacités dans ces pays, que l'OIT et d'autres agences onusiennes entreprennent, il s'agit précisément d'élever les coûts d'opportunité pour qu'un certain nombre de gens évitent de s'enrôler dans des conflits. Et l'exemple le plus terrible, le plus frappant, c'est le phénomène des enfants soldats. Lorsque on développe une économie susceptible de fournir des revenus décents aux familles, lorsqu'on développe des systèmes scolaires qui tiennent la route, eh bien, on augmente mécaniquement les coûts d'opportunité pour s'enrôler dans ces conflits et on contribue grandement à prévenir des crises. Un autre exemple que je pourrais citer, c'est celui des libertés syndicales et de la négociation collective. Ce sont des sujets auxquels on ne pense pas forcément en premier lieu quand on parle des droits humains au niveau mondial. Force est de constater que dans les régimes autoritaires, très souvent, les premières libertés à être mises en cause sont les libertés syndicales. Et alors même que, et je trouve que c'est très éclairant aussi dans le débat que vous avez depuis ce matin, alors même que très souvent, les catégories qu'on mobilise au plan juridique dans le droit social aujourd'hui ont une certaine parenté avec les mécanismes promus au niveau du système multilatéral pour le règlement des conflits. Les droits syndicaux, le droit le dialogue social, le droit à la négociation collective, le droit de grève et les règles qui l'encadrent organisent des formes de règlement non violent des conflits et présentent de ce point de vue-là, encore une fois, une grande parenté avec les mécanismes de dialogue, de conciliation, de prévention ou d'arbitrage qui sont là aussi promus au sein du système multilatéral. Un dernier mot, si j'ai encore quelques minutes, sur la réponse aux crises du moment, donc les crises du XXIe siècle. L'analyse que l'on peut en faire sur les 20 dernières années. Alors, ça a été longuement décrit et de façon très brillante ce matin. Il y a évidemment des facteurs politiques que vous avez tous en tête. Ces volontés de puissance non contrôlée, non maîtrisée, les conflits territoriaux, donc des facteurs proprement politiques et géographiques. Ce qui est frappant, et là je me place encore une fois du point de vue du poste modeste d'observation que j'occupe à l'OIT, c'est de prendre la mesure des facteurs qui sont sans doute la conséquence d'un certain nombre de déséquilibres mondiaux liés à la démographie, mais liés tout particulièrement au changement climatique, et évidemment, et aujourd'hui, on analyse ces facteurs sociaux de la paix sous le prisme de ces deux facteurs de déséquilibre extrêmement puissants. La place qu'occupe l'accès aux ressources dans les tensions géopolitiques. On peut penser à la question de l'eau, par exemple, le risque de voir près de 2 milliards de personnes sur la planète en problème d'accès à l'eau. On peut penser à la dégradation de la qualité des écosystèmes. Je rappelle que l'agriculture, la pêche, la forêt, c'est de très très loin le premier gisement d'emploi et de revenus pour les populations dans le monde, qui sont donc directement impactées par les conséquences du changement climatique et la perte les dommages causés à la biodiversité. Je pourrais multiplier les exemples, sans oublier, il faut le citer, les conséquences aussi sur les flux migratoires, qui sont très souvent des flux forcés et qui concernent en premier lieu des flux qui vont de pays du Sud vers d'autres pays du Sud. Alors par rapport à cette situation, quelle est l'offre de services, si je puis dire, de l'Organisation internationale du travail? Je résumerai cette offre de services dans 3 termes. Le premier, ça sera la question de la gouvernance. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les questions de gouvernance pour faire en sorte que les droits sociaux que j'ai cités tout à l'heure fassent partie intégrante de toutes les stratégies mises en œuvre pour renforcer l'état de droit. Donc le renforcement de la gouvernance est un axe essentiel pour nous. Le deuxième, c'est la question de la confiance.
Je pense que c'est un mot important à souligner aujourd'hui, la confiance dans les institutions. L'OIT est une organisation qui fait du capacity building, donc ça veut dire qui est là pour renforcer les institutions sur le marché du travail, les institutions de la protection sociale qui concourent à la confiance des citoyens dans l'État et ses institutions. Et puis, évidemment, la question des inégalités qui ont atteint aujourd'hui un seuil considérable. On retrouve des niveaux d'égalité, évidemment, entre les pays, mais au sein des pays qui, là aussi, ont tendance à miner les consensus, les facteurs de cohésion et cette confiance dans les institutions. Et pour faire le lien avec la question du changement climatique, hein, qui aujourd'hui est au cœur de la stratégie des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui est cette stratégie convergente, je dirais, de tous les acteurs des Nations Unies et même au-delà. Aujourd'hui, le succès, le premier je parle en présence d'éminents experts de ces questions-là, mais en tout cas, vu de notre fenêtre, la première condition pour que ça marche, c'est qu'on puisse combiner et articuler l'agenda social et l'agenda climatique. Pas de transition vers l'économie décarbonée sans justice sociale, c'est le grand enjeu des années à venir. Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie encore de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Cyril Côme, pour cette présentation tout à fait brillante, effectivement, avec une transition tout assurée, pour donner la parole à Madame Maude Lelièvre, présidente du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis 2020, réélue en 2024 et membre de son Conseil international. Vous êtes également, Maude Lelièvre, déléguée générale de l'Association nationale des maires et élus pour l'environnement et le développement durable, et vous accompagnez depuis 30 ans les collectivités en France et en Afrique en ce sens. Et vous siégez au Conseil de Paris depuis 2001 et vous occupez des questions de biodiversité à la mairie du 9e arrondissement. Alors, très rapidement, une grande question générique. Votre engagement pour la sauvegarde de la biodiversité est connu. Pouvez-vous nous éclairer sur le sens de votre action pour la protection de la nature comme socle pour bâtir la paix? L'humanité peut-elle être en paix si elle ne vit pas en harmonie avec son environnement naturel? Les bouleversements climatiques menacent-ils à court ou moyen terme la capacité de l'humanité à être en paix avec elle-même? Les réfugiés climatiques vont-ils être facteurs de tensions accrues au sein des sociétés? Quelles sont vos pistes d'action concrètes pour apaiser et remédier à tous ces facteurs de tension? Merci à vous et merci de votre invitation. Je vais parler du point de vue de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, et qui est peut-être moins connue, mais qui a 75 ans, qui a été créée après la guerre par des partisans de la paix, qui avaient essayé de faire émerger le sujet de la nature dans l'entre-deux-guerres, parce que pour eux, et dans leur analyse, préserver la nature était essentiel pour pouvoir préserver la paix. On a aujourd'hui deux menaces essentielles et par voie de conséquence leurs effets sur la nature, les changements climatiques, les conséquences du changement climatique et l'apocalypse nucléaire qui reste pour moi, je suis militante de la paix, reste toujours un enjeu et une menace, et tous deux atteignent durablement le vivant. Le réchauffement climatique, le docteur Masson-Delmotte en parlera mieux que moi, mais c'est aujourd'hui la 5e cause de disparition des espèces, du dragon de Komodo qui n'arrive plus qui est une espèce protégée, ça ressemble au dragon de Mulan pour ceux qui ont vu des dessins animés avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui n'arrive plus à migrer, en passant par le lagopède alpin, qui est un oiseau qui n'arrive pas à changer de couleur et ne s'adapte plus à son environnement là où il n'y a pas de neige. Donc on a cette 5e cause de disparition qui sera la première dans moins de 10 ans, avant même le trafic, la contrebande, la surexploitation, la fragmentation des habitats, les pesticides ou les espèces exotiques envahissantes.
Dans ce contexte, aujourd'hui, on tente de préserver la nature à travers des baromètres, des indicateurs qu'on a à l'UICN, qui sont les listes rouges que vous connaissez sans doute. Mais on pense également que les conflits, évidemment, les risques possibles liés aux conflits, font de la nature la victime silencieuse de la guerre. On a appris, et je vais faire un parallèle, à vivre avec les armes nucléaires depuis 79 ans. Et finalement, nous sommes devenus assez insensibles à la gravité et à l'imminence de la menace. C'est un peu la même chose sur le climat, c'est en tout cas la même chose sur la destruction du vivant. On se dit que finalement, on va finir par survivre. Il y a une menace qui plane, mais si elle est menace, elle est quand même irréelle. Si elle est connue, elle est quand même lointaine en tout cas de notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, quel est le paysage de la nature face à la guerre ? On est face à des chiffres qui sont alarmants. Et pour pas donner simplement des chiffres, mais des images, je vais vous parler du monde qui brûle, de la réserve de la biosphère de la mer Noire qui abritait avant la guerre 120 000 oiseaux qui venaient dans les zones humides pour se reproduire. C'était un éventail de couleurs, de la pigargue à queue blanche en passant par les chasses à ailes noires et des milliers d'oiseaux. La guerre a déclenché des incendies qui étaient visibles depuis l'espace. Et aujourd'hui, c'est un site dans lequel les oiseaux ne peuvent plus se reproduire et ne peuvent plus migrer. C'est la forêt de Bialowiezla qui était coupée par un mur qui a fragmenté en fait les corridors qui rejoignaient l'Ukraine, la Pologne, en dépit totalement, enfin à contre-courant de la protection de la directive européenne sur les habitats, en violation totale de cette directive, et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, une des dernières espèces de lynx, le lynx des plaines, qui est en voie d'extinction, mais aussi les bisons, les élans, les loups, les ours ne peuvent plus traverser leur milieu naturel et éprouvent donc des difficultés, comme ça a été mis en valeur par la conférence des parties qui a eu lieu en février 2024, ne peuvent plus se reproduire. Et donc on accélère l'extinction de ces espèces en espérant protéger les États avec ces corridors. Ce sont les chimpanzés qui vivent à Dindéfelo, à la frontière entre le Mali, la Guinée et le Sénégal, qui sont chassés par les groupes terroristes du Mali, parce qu'il faut savoir que le crâne de chimpanzé est un objet décoratif très prisé par les collectionneurs américains qui, de façon très moderne, pour décorer leur bibliothèque, les commandent sur Internet. Et donc, on a en face, finalement, comme on produit des t-shirts à bas coût en face de la demande, on a des groupes armés qui savent que ça va être une source importante de financement et qui vont exterminer ces chimpanzés pour exporter ces crânes. Ça passe par la France. On en a saisi presque 400 l'année dernière à la même époque. Et on pourrait dire la même chose sur le Cameroun et sur un certain nombre de territoires africains. Donc la guerre affecte la nature, elle entraîne une destruction rapide avec deux impacts. Le premier évidemment sur les terrains de guerre, comme je l'ai évoqué, les activités militaires, les activités de soutien, la destruction des écosystèmes, et puis de façon indirecte parce qu'elle modifie l'organisation institutionnelle, les mouvements de population et les questions de migration qui sont afférentes, elle modifie les économies. Elle empêche aussi ce qu'on essaie de faire de façon globale, c'est-à-dire avoir des politiques de conservation. Vous ne pouvez pas avoir des politiques de conservation dans des territoires de guerre, dans des territoires aussi où la population souffre. Voilà, et donc, quand on a une guerre comme en Ukraine, comme on en a en RDC, en fait, c'est pas uniquement temporel, c'est dans une longue durée, parce qu'en fait, tout ce qu'on ne fait pas en conservation aujourd'hui ne se rattrapera pas demain. On a évalué à l'UICN, à travers ce baromètre sur les listes rouges que j'évoquais, où on classe les espèces, plus de 200 espèces qui sont menacées par la guerre ou les activités militaires de façon directe, c'est-à-dire pas indirecte, liée à d'autres destructions ou à des pollutions. C'est par exemple le gorille de Grauer, c'est un gorille qui est en RDC, qui est un gorille des plaines orientales. Donc ce sont des êtres vivants qui sont très proches de nous, les grands gorilles. Et aujourd'hui, 77% de cette population de gorilles a disparu pour trois raisons. Le trafic que j'évoquais tout à l'heure, puisque tuer des espèces et les utiliser pour la viande ou pour
la déportation pour des morceaux de ces animaux rapporte beaucoup aux groupes terroristes, pour nourrir les populations qui n'ont plus rien, et puis parce qu'on a détruit définitivement leur habitat. C'est le cas également des espèces qui sont parfois pas à l'état sauvage, comme en Ukraine. Il y avait un grand zoo qui était le zoo de Mykolaiv, qui abritait 4000 espèces. Il faut savoir que les zoos, ce sont des lieux où on pratique des politiques de conservation, parfois dans lesquelles les derniers individus d'une espèce sont dans ces parcs ou dans ces lieux de conservation parce qu'ils n'existent plus à l'état naturel. Et ce zoo a été bombardé parce que c'était sur le terrain de guerre d'Odessa. Et puis, moi, je rends hommage aux scientifiques ukrainiens il y avait aussi plusieurs zoos, il y en avait à Mariupol et ailleurs, où les gardiens, les conservateurs sont allés vivre avec leur famille dans les ruines des zoos pour essayer de sauver les animaux, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est compliqué pour les hommes, c'est aussi compliqué pour des espèces qui parfois, pour rester en vie, les reptiles, par exemple, ou d'autres espèces nécessitent à la fois de l'alimentation spécifique, beaucoup d'alimentation. Nourrir un tigre ou un éléphant, c'est pas évident. Nécessite aussi d'être chauffé. Et donc, ça a été le désespoir d'une partie des scientifiques de l'UICN, c'est de voir ces espèces disparaître définitivement. Et IFO, qui est une organisation internationale membre de l'UICN, a beaucoup travaillé. Elle a réussi à rapatrier 200 000 animaux, à la fois domestiques et sauvages. Mais il faut bien comprendre que sur chaque terrain de guerre, c'était le cas aussi au Congo-Brazzaville. Quand il y a eu la guerre civile, c'est qu'on ne déplace pas facilement un éléphant ou un tigre. C'est pas un chat qu'on met dans une boîte pour aller chez le vétérinaire, et qu'il faut des semaines d'entraînement et des conditions spécifiques pour arriver à les déplacer. Donc, conséquences sur les animaux, conséquences sur les écosystèmes. En 1 an et demi de guerre en Ukraine, on a 60 000 hectares de forêts qui ont disparu. On peut rajouter la déforestation de près de 300 000 hectares. Alors, quand on parle en hectares, on ne se rend pas bien compte. On a fait déforester à peu près l'équivalent de 26 fois la surface de Paris en Ukraine pour pouvoir construire des infrastructures militaires. Et puis aussi les polluants, les utilisations d'armes qui polluent durablement les écosystèmes, comme l'agent orange au Vietnam, que vous avez tous en tête, et qui a détruit à la fois les terres agricoles, les mangroves, 5000 hectares de mangroves, c'est-à-dire 20% de la surface naturelle du Vietnam, et qui aujourd'hui, ce sont des espaces qui sont non réhabilitables. Voilà. Et puis c'est évidemment aussi, c'est le cas sur les terrains de guerre, mais également dans les entraînements militaires. À Okinawa, au Japon, les bases militaires sont sur des zones protégées. Alors, elles représentent que 0,6% du territoire, mais elles étaient sur des zones protégées dans lesquelles on a à la fois des espèces en voie de disparition, et puis elles ont un certain nombre de polluants, notamment des métaux lourds, des PFAS, qui ont été répandus dans ces bases militaires américaines et qui ont finalement contribué à impacter l'environnement. Moi, je reviens juste pour finir sur le fait que la destruction de l'environnement, à l'étape avant les guerres, la destruction de l'environnement, elle contribue durablement à la création de la guerre, parce que quand on a le réchauffement climatique, qui a des impacts sur la biodiversité, mais également sur l'alimentation, quand on a un appauvrissement du vivant, du milieu naturel, avec les pesticides, la destruction des habitats, le fait de répandre des produits chimiques, on détruit son environnement et on prépare la guerre. Un exemple, préalablement à la guerre en Syrie, il y a eu une grande sécheresse qui a abouti à une désorganisation du modèle agricole et à une partie de la famille qui, vue sous ce prisme, peut être aussi une partie, quand on déstabilise en fait les économies, l'alimentation et les populations, ça contribue également à la guerre. De façon plus large, c'est notre rapport au vivant qui est une menace. Pour répondre à la question d'aujourd'hui, on a une quantité des ressources naturelles qui sont extraites qu'on n'a jamais connues. Chaque année, on a presque doublé cette extraction depuis les années 80, avec pour cet indicateur qui reste pour moi toujours pertinent, celui de WWF, qui est le jour du dépassement, que vous avez sans doute en tête. Il était, quand il a été créé le 4 novembre 1980, aujourd'hui il est le 1er août en 2024, et chaque année on mange un peu plus la planète.
Cette destruction en amont, c'est aussi celle du financement du terrorisme. Il faut comprendre que aujourd'hui, la nature, c'est une source importante de la criminalité environnementale, ce sur quoi on se bat beaucoup au sein de l'UICN pour essayer de faire comprendre qu'en fait, on n'est pas, quand on traite la question du trafic entre l'Afrique et la France, on n'est pas en train de gérer des bestioles parce qu'on est des écologistes utopiques, mais qu'en fait, on travaille aussi au maintien de la paix. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille très bien avec les douanes, avec le Cézanne, avec l'armée, parce que eux savent que la criminalité environnementale est aujourd'hui la 3e ressource de financement des groupes armés, des groupes terroristes, après la drogue, après la contrefaçon et avant la traite d'êtres humains et la vente d'armes. C'est-à-dire que c'est vraiment pour dans les zones en Afrique, c'est pas une stratégie anecdotique, c'est une stratégie organisée. L'ivoire, c'est plus compliqué aujourd'hui, mais j'ai évoqué le trafic des crânes de singes. On peut parler aussi de la viande de brousse. On en a 1 tonne par semaine qui arrive à Paris, qui est saisie par les douanes, et sans doute 5 à 10 tonnes par semaine. Et tout ça finance des réseaux terroristes. C'est pas des gens individuellement qui organisent ces trafics. Donc, ce financement de la guerre par la destruction de la nature, la surexploitation des ressources naturelles, avec des cas bien connus comme celle en RDC. Et puis j'ajouterais l'étalement urbain sans fin. On a l'équivalent d'une ville comme New York qui apparaît dans le monde chaque mois. Donc elle grignote les terres agricoles. Donc on revient sur le déséquilibre des systèmes alimentaires, le manque de possibilités pour les populations de vivre sur des terrains qui sont trop chauds. Sans agriculture, avec parfois de l'accaparement des terres par des compagnies étrangères, et puis sans vivants. Et donc on ne peut pas demander aux gens de pouvoir rester sur ces terrains-là. Et cet étalement a une conséquence directe sur les populations, mais aussi sur la coexistence homme-faune. J'étais il y a quelques mois pour le Forum social mondial urbain au Népal. Et en fait, alors que c'est une population qui vivait en paix avec sa nature, avec cette destruction liée à la destruction la multiplication urbaine, on a aujourd'hui des rhinocéros qui attaquent les villages, le tigre du Népal qui attaque les villages. C'est pas du tout anecdotique, hein, c'est 100 personnes qui meurent par an, donc c'est pour la population locale, c'est un vrai indicateur. Et cette difficulté de coexistence, on la retrouve aussi en Afrique. Donc nous, on essaie de mener des politiques de travail avec les populations, créer des ceintures urbaines, des zones tampons comme on a dans les zones de conflit. Mais il faut avant tout arrêter de consommer trop d'espace, trop de terre, parce qu'on a besoin aussi de cette harmonie avec les espèces et pas de ce conflit. Je conclurai sur 3 points. La première, la tyrannie de la complaisance qui va nous faire payer un lourd tribut parce qu'on est un peu somnambule face à la destruction de la nature de façon globale. Les gens l'entendent mais n'y croient pas. En tout cas, ne voient pas le lien direct avec eux en tant qu'être humain. 2, arrêter de croire que dans le mantra des armes, c'est une erreur profonde. On disait pendant longtemps, vous n'avez pas de nourriture. Enfin, il était dit dans certains pays, vous n'avez pas de nourriture, notamment en New Delhi, vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas de vêtements, vous n'avez pas d'abri, mais vous avez la bombe. On pourrait faire le même parallèle avec la nature. C'est pas les armes qui protégeront et qui aideront les humains à aller vers les dernières sources de nourriture, de pêche, de minerais quand il n'y en aura pas assez pour l'ensemble de la planète. Et puis la conclusion que je vais essayer de donner optimiste, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas forcément été, mais les travaux de l'UICN sont assez tristes sur ce sujet de conflit avec la nature, c'est qu'on a 2 mondes qui s'offrent à nous. Celui de Robert Oppenheimer, qui a été un des scientifiques du projet Manhattan et qui, au moment, le 16 juillet 1945, avait dit maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Moi, je voudrais opposer la vision d'un ornithologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ian McMillan, un Américain, et qui expliquait qu'il fallait sauver les condors, non pas parce que nous avons besoin des condors, mais parce que nous avons besoin des qualités humaines que nous allons développer pour les sauver, pour nous sauver nous-mêmes. Merci beaucoup, Maud Lièvre, pour cette élévation qui nous propulse tout directement sur effectivement la sphère du climat que le docteur Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue,
va ouvrir devant nous. Vous êtes directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives CEA. Et nous vous remercions infiniment, docteur Masson-Delmotte, d'aborder effectivement cette question face au changement climatique. Pouvez-vous nous présenter un état des lieux et de la situation des actions en cours sur la planète? Quels sont les enjeux que doit relever l'humanité face aux conflits qui achèvent d'aggraver l'embrasement de la planète actuellement? La construction d'une paix résiliente face au changement climatique est-elle encore possible? Oui, merci. Donc, je vais prendre l'angle du changement climatique et vous connaissez la chaîne de causalité. Nos activités émettent des composés qui s'accumulent dans l'atmosphère, rajoutent de l'effet de serre. Le système climatique, le cycle du carbone y réagit. Ça entraîne une accumulation de chaleur qui se manifeste notamment par le niveau de réchauffement planétaire, qui affecte au niveau mondial et dans chaque région de multiples facteurs climatiques générateurs d'impact et qui interagissent avec l'exposition à ces aléas, avec les vulnérabilités pour entraîner des impacts et des risques. Et donc nous avons une double responsabilité, la responsabilité sur les causes, les émissions de gaz à effet de serre, et la responsabilité par rapport aux conséquences, la gestion de risque, l'adaptation, les mécanismes de solidarité par rapport aux pertes et aux dommages. Et je veux rappeler en fait quand cela a été établi, les bases physiques de l'effet de serre, de la combustion des énergies fossiles, fin du 19e siècle. L'augmentation du niveau de CO2 dans l'atmosphère, la démonstration que c'est la conséquence de la combustion d'énergie fossile, fin des années 1950, premier briefing d'un président américain 1965, premier briefing ONU 1972, premier rapport d'évaluation collective qui s'appuyait d'ailleurs sur les projections climatiques des années 70, 1979, briefing du G7. Développement en fait de la capacité à relier causes et conséquences sur le système climatique, ce qu'on appelle l'attribution, dans les années 1990, et même l'élargissement aux événements extrêmes, la capacité à discerner en quoi le réchauffement planétaire dû à nos émissions de gaz à effet de serre dope un certain événement extrême, chaleur, sécheresse agricole plus intense, plus fréquent, plus probable, plus intense, dans les années 2010. La chaîne aussi de compréhension, c'est les rapports internationaux dans les années 1980, la mise en place du GIEC à la fin des années 80, son premier rapport en 90, la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies en 1994. Donc on ne peut pas dire que les responsables politiques de tous les pays ne sont pas au courant depuis longtemps. Et l'American Petroleum Institute était au courant depuis les années 59. L'entreprise pétrolière américaine Exxon a développé ses propres travaux de modélisation du climat dans les années 70. Et comme tous les autres, finalement, ces travaux de modélisation à base physique avaient tout à fait bien anticipé les caractéristiques que l'on observe depuis. La physique du climat, même préliminaire dans les années 70, avait bien anticipé les conséquences que l'on voit aujourd'hui. Alors je vais juste reprendre 15 ans de temps entre l'état des connaissances au moment de la COP15 à Copenhague, un monde fragmenté, une difficulté à converger sur un accord à vocation universelle, et puis maintenant COP29 à Bakou, une situation également très tendue en fait, dans le cadre des négociations internationales sur le climat. Pour moi, ce qui est frappant, c'est qu'il y a 15 ans, l'état des connaissances scientifiques de l'époque sous-estimait à quel point il y aurait une aggravation rapide, généralisée des impacts, notamment les impacts liés aux événements extrêmes, le début des impacts liés à la montée du niveau de la mer, qu'on commence à voir, et les impacts sur la dégradation des écosystèmes et la perte de leurs services. Il y avait une deuxième sous-estimation, qui était une sous-estimation des progrès industriels et technologiques, et notamment la baisse spectaculaire des coûts et l'augmentation rapide des capacités installées pour la production d'énergie, d'électricité solaire photovoltaïque et pour la production de batteries, deux vecteurs qui permettent de manière viable économiquement, compétitive, de décarboner les mix énergétiques et de décarboner les mobilités par l'électromobilité. Alors revenons donc au monde réel. Donc, dans le monde réel, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter
mais moins vite qu'auparavant, notamment pour les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles et à la déforestation. On a une baisse dans 22 pays sur plus de 10 ans de leurs émissions de gaz à effet de serre, découplées de l'augmentation de leur PIB. Donc un découplage par rapport à la croissance économique qui est observée dans 22 pays. Si l'on prend en fait la situation en 2024, on a donc des émissions européennes qui continuent à diminuer au Royaume-Uni. On a des émissions en fait aux États-Unis qui diminuent faiblement, c'est le cas depuis 2005. Et des émissions qui augmentent faiblement en Chine. La Chine est très proche, 2024 ou 2025, de son pic d'émissions qu'elle avait annoncé à horizon 2030. Mais on a des émissions qui continuent à augmenter dans les pays en développement et particulièrement rapidement du côté de l'Inde. Des émissions cumulées, la responsabilité historique, qui sont en numéro 1 pour les États-Unis, à peu près maintenant à part égale Union européenne et Chine. Des émissions par pays qui sont toujours les plus élevées en Chine, puis aux États-Unis, puis à peu près maintenant à part égale en Union européenne et en Inde. Donc vous voyez qu'en fait, les responsabilités historiques, les responsabilités actuelles changent, et des émissions par habitant qui restent très contrastées entre les différents pays du monde, très faibles par exemple en Inde. Et donc on est sur cette situation où on a 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables face au changement climatique, qui ont quasiment rien contribué aux émissions historiques ou actuelles par habitant, et qui prennent de plein fouet l'aggravation d'un ensemble de facteurs générateurs d'impact pour lesquels d'autres pays ont une responsabilité particulièrement importante. C'est le cas, donc ces injustices climatiques en fait entre pays, mais c'est aussi le cas à l'intérieur de chaque pays. Et dans le monde, on a à peu près 10% des personnes qui sont responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre, et cette moitié très vulnérable de la population mondiale, seulement 15%. Donc on est sur un enjeu d'arriver à rendre accessibles le plus rapidement possible les technologies propres permettant de répondre aux besoins de base des personnes qui n'ont pas accès à l'eau, à la santé, à l'énergie, à l'éducation, pour répondre à leurs besoins sans passer par la case énergie fossile. On sait qu'on peut le faire et que le coût en termes d'émissions de gaz à effet de serre associé au fait de sortir de l'extrême pauvreté est très faible. Ça, c'est un point important. Donc, le niveau de réchauffement planétaire, puisque les émissions continuent à augmenter très rapidement. Le rythme de réchauffement sur la dernière décennie est le plus rapide enregistré au niveau planétaire, 0,26 degrés de plus en 10 ans. En 2024, pour la première fois, on dépassera 1,5 degré au niveau planétaire. Ça ne veut pas dire que ce niveau de réchauffement est atteint. C'est une année. Nous, on regarde au sens climat sur une vingtaine d'années. La partie attribuée à l'influence humaine, fin 2023, c'est 1,3 degré. Et on s'attend à atteindre 1,5 degré de réchauffement au sens climat au début des années 2030. Donc ça veut dire que ça se produira de plus en plus fréquemment et que ce sera à ce moment-là une année sur 2. Donc l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, on va échouer à le tenir d'ici une décennie. Donc chaque dixième de degré, chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire, il aggrave en fait les caractéristiques de facteurs générateurs d'impact. Donc la fréquence, l'intensité des extrêmes chauds, la fréquence, l'intensité des sécheresses agricoles, la fréquence, l'intensité des pluies extrêmes, et il acte une montée plus rapide et un niveau plus élevé de montée du niveau de la mer, pas immédiat, mais qui va se déployer à l'échelle de dizaines d'années, de siècles. Donc ce qu'on observe, c'est une augmentation des pertes et des dommages. Alors 2 exemples pour faire le lien avec l'intervention précédente. Donc une dégradation de l'état des forêts, même en Europe, une augmentation de la mortalité des arbres, une plus faible croissance des forêts. En France, on a perdu la moitié du puits de carbone des forêts en 10 ans. 5e épisode de blanchissement généralisé des coraux tropicaux. Et donc ça, c'est une perte de services. Protection du littoral, tourisme, production alimentaire par les activités liées aux pêches. On a perdu, en fait, on a une réduction du potentiel de pêche durable dans l'océan tropical déjà. Les feux de forêt au Canada en 2023 ont émis autant de CO2 en un an que l'Inde dans son intégralité. Donc, on a aussi une fragilisation de leviers d'action
que ce soit pour stocker du carbone ou réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent s'appuyer sur les écosystèmes et leurs services. Plus le climat se réchauffe vite, plus on perd des cordes à notre arc, notamment tout ce qui s'appuie sur les écosystèmes. Donc on touche à des enjeux de sécurité humaine. Sécurité d'approvisionnement en eau dans de nombreuses régions, sécurité par rapport à la production alimentaire. Rien qu'en France, regardez les rendements agricoles, la production agricole sur ces 2 dernières années, directe, mais aussi via les vecteurs de maladies dont les aires de répartition s'élargissent. Les petits moucherons qui transmettent la fièvre épizootique hémorragique ou la fièvre catarrhale, ils arrivent en Europe parce que leurs aires de répartition sont plus favorables à mesure d'hiver plus doux. Et ce sont des effets aussi indirects via ces aires climatiques qui se déplacent et qui touchent, par exemple, la trésorerie des éleveurs. Donc, la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, la sécurité des lieux de vie, notamment par rapport aux risques plus extrêmes, ruissellement, inondations, montée du niveau de la mer, on touche à des points clés. Et on est capable de faire pire. Donc on est capable de faire pire par les conflits armés violents, où en fait les destructions augmentent les vulnérabilités face aux aléas climatiques. Je fais référence par exemple à la tempête Daniel, plus extrême dopée par un climat plus chaud en Libye. Gouvernance effondrée, absence de système d'alerte, barrages complètement inadaptés, pas entretenus et pas dimensionnés pour ce niveau de pluie. Et là on a vraiment des catastrophes aggravées par les conséquences de conflits armés et leurs conséquences sur la capacité à faire face aux risques climatiques. Le pire scénario pour l'évolution future du climat, celui qui sape à la fois les capacités d'adaptation et celui qui sape la capacité de développer rapidement les technologies propres, c'est le scénario avec une augmentation des rivalités régionales, le repli sur soi nationaliste, et qui sape la priorité donnée à la protection de l'environnement et sa dégradation. Je rappelle que dans le monde aujourd'hui, les dépenses militaires en 2023, elles ont augmenté de quasiment 7% pour atteindre 2,4 milliards de dollars par an, 55% pour les pays de l'OTAN. Et je rappelle en fait que les tensions liées au financement de l'action pour le climat au moment de la COP29, elles portaient sur 3 volets de financement. La nécessaire solidarité pour la reconstruction post-catastrophe pour les pays les plus vulnérables, juste pour reconstruire post-catastrophe, ce qu'on appelle le financement pertes et dommages. On estime que les besoins chaque année sont de 100 à 400 milliards de dollars. Les pays généreusement ont mis sur la table 0,7 milliards l'année dernière. Les États-Unis, dans leur immense générosité, 17 millions. Juste reconstruire post-catastrophe pour les pays les plus fragiles. On estime que le besoin d'investissement pour l'adaptation, avec un déficit énorme entre l'adaptation réellement mise en œuvre et celle dont on a besoin aujourd'hui, sans parler de celle dont on aura besoin demain. Donc on estime que les coûts sont de l'ordre de 400 milliards de dollars par an. Et enfin, pour investir, pour décarboner en fait, on estime également des coûts de l'ordre de 400 milliards de dollars par an. Donc vous voyez le clash entre les besoins de financement pour agir pour le climat, réduire les émissions, renforcer l'adaptation et faire face aux pertes et dommages, par rapport à la hausse des dépenses militaires qui forcément sapent dans chaque pays du monde la capacité à agir par rapport au changement climatique. Je ne comprends pas pourquoi le climat ne rentre pas comme un point déterminant du Conseil de sécurité de l'ONU. J'y ai été auditionné il y a quelques années dans une formule ARIA, donc pas officielle, à la demande du Vietnam. Donc le Vietnam, comme d'autres pays, sont très exposés à la montée du niveau de la mer. Les pays les plus exposés sont les petits États insulaires, toutes les terres basses, les grands deltas agricoles au Vietnam et ailleurs. Et pour ces pays, ces régions, la question de la montée du niveau de la mer, qui est directement liée aux émissions de gaz à effet de serre, c'est un enjeu essentiel de sécurité. Je crois que c'est la Russie et la Chine qui font obstruction actuellement dans ce cadre-là. La question des dommages graves liés aux émissions de gaz à effet de serre sur la vie marine, les environnements marins, a fait l'objet d'une décision du Tribunal international du droit de la mer en 2024, un avis consultatif qui souligne l'obligation des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour préserver l'environnement marin. Il y a actuellement une série d'auditions à la Cour internationale de justice, à La Haye, par rapport aux obligations des États, par rapport aux dommages graves
sur le système climatique et leurs conséquences également sur les droits humains, saisis par un ensemble de petits États insulaires. Donc on touche à des enjeux fondamentaux, en fait, de ce qu'est la coopération internationale, le droit international et le respect des droits humains. Je veux également insister sur le fait que des réponses inadéquates par rapport au changement climatique deviennent des risques. Donc si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'on n'intègre pas à la fois les enjeux de reconversion industrielle et de reconversion professionnelle, si l'on n'intègre pas les effets redistributifs, bien sûr, on va créer des rejets, en fait, des politiques publiques de décarbonation. Donc, le fait de concevoir des actions de transition justes, c'est essentiel pour éviter, en fait, des risques associés à des politiques d'atténuation mal pensées. Tout ce qui touche à la pression sur les terres va exacerber d'autres risques. Les risques pour les droits fonciers, les risques pour la production alimentaire ou bien la préservation des écosystèmes. Et donc là, il y a des points de vigilance pour moi énormes, liés notamment à l'accord sur les compensations carbone, dont on sait que pour le secteur industriel, c'était déjà néfaste, inefficace, voire néfaste. Et maintenant, donc, ce mécanisme, il est élargi aux États dans une des décisions de la COP29, qui était attendue depuis longtemps. Il y a un point de vigilance, sur l'utilisation de la biomasse, très important en fait, par rapport à ces risques. Une adaptation bien pensée, elle protège les biens, les personnes, les écosystèmes, elle est juste, mais on fait face à des risques liés à la maladaptation. Donc, parmi les points les plus délicats, tout ce qui porte à la question de la gestion de l'eau peut rapidement bifurquer dans chaque contexte entre une adaptation efficace et une maladaptation. C'est un point d'attention croissante. On a également une source de conflictualité par rapport à ce qui est le dur de l'affaire, qui est la sortie des énergies fossiles. La transformation des pratiques agricoles par rapport aux enjeux climat et biodiversité. Et donc on est dans une période très dure, avec des efforts d'acteurs économiques, politiques, de maintenir à tout prix le statu quo, d'avoir des effets de verrouillage. Donc par quoi cela se manifeste ? Cela se manifeste par de la désinformation, par des attaques sur les sciences, notamment les sciences du climat, les sciences des écosystèmes, de la biodiversité et les sciences de la santé. Nier même les effets néfastes, par exemple sur la santé humaine, fait partie de cette approche. Et on peut y voir d'ailleurs une grille de lecture du fascisme tel qu'il se reconstruit en ce début de XXIe siècle, le rejet des bases scientifiques sur les questions climat, santé, écosystème, biodiversité. Ça se manifeste aussi par ce qui sape la vie démocratique, les mouvements populistes et cette désinformation très marquée sur un certain nombre de réseaux sociaux. On a un deuxième vecteur de conflit qui est face à des politiques publiques de petits pas incrémentiels, la montée en puissance d'une demande sociale d'action climatique radicale qui est évidemment clivante dans la société. On a également un vecteur de conflit lors des impacts d'événements climatiques graves, que ce soit la proportion des ouragans ou des cyclones tropicaux de forte intensité, ou les inondations massives liées à des pluies intenses, rendues plus intenses parce que le climat se réchauffe. Dans ce contexte post-catastrophe, on a un foisonnement de désinformation en Floride, à Valence en Espagne ou en France, avec la recherche systématique de boucs émissaires lors de cette insécurité causée par les événements extrêmes, boucs émissaires de toute nature, dont la protection de l'environnement. Et ces impacts suscitent parfois une attractivité pour des discours sécuritaires rassurants et simplistes, au détriment de la capacité à décortiquer les causes et conséquences et construire collectivement une vision de résilience. Je souligne enfin que le changement climatique, il exacerbe les conflits sociaux dans les conditions d'insécurité foncière. Là où on a des activités humaines très sensibles aux aléas climatiques, pêche, forêt, production agricole, des institutions faibles, une gouvernance fragile, une prévalence de la pauvreté et des inégalités. Et dans ces contextes, c'est souvent l'eau, sécheresse ou inondation, qui sont le vecteur d'une forme d'injustice climatique qui exacerbe les conditions propices à des conflits. Ces conflits peuvent devenir des conflits armés en cas de faible développement économique et surtout en cas de phénomène de marginalisation politique, de dépendance économique à l'agriculture
et de cadres de gouvernance fragiles. Et donc, dans l'autre sens, quelles sont les conditions pour consolider une paix résiliente face au changement climatique ? Pour moi, ce qui est frappant, c'est de voir le point important lié à l'eau dans les conflits récents, que ce soit en Ukraine, en Crimée, ou bien au Proche-Orient. On est sur l'utilisation de l'eau comme arme, on est sur la destruction des infrastructures liées à l'eau, et ce sont des contextes où les besoins en eau sont contraints aujourd'hui, et le changement climatique va exacerber le stress hydrique. Donc les enjeux de consolidation de la paix, c'est la gestion soutenable des ressources, l'accès à une eau de bonne qualité, le renforcement de la sécurité alimentaire, le fait d'aider à sortir de l'extrême pauvreté, et ça passe aussi par le renforcement des institutions et des investissements dans une adaptation qui tient compte des conflits potentiels, mais aussi des mouvements de personnes, parce que l'immobilité, c'est un facteur de vulnérabilité. Donc comment anticiper les mouvements indispensables de personnes? On l'a esquissé en fait, de différentes manières. Et puis dernier volet, certains pays, certains industriels vont tout faire pour ne pas être redevables. Que veut dire la sortie de l'accord de Paris ou de la Convention climat des États-Unis? Que veut dire son rejet des mécanismes pertes et dommages? Ne pas être redevable des impacts provoqués par leurs émissions historiques et actuelles de gaz à effet de serre. Je repense à une phrase de Montaigne, vous savez, les dommages des uns sont le profit des autres. C'est extrêmement lisible. Et on a actuellement aux États-Unis même une instrumentalisation des vulnérabilités, des coûts, des limites de l'adaptation, de l'inaction climatique, des risques graves, pour susciter des investissements privés et publics sur des recherches portant sur la modification délibérée du climat planétaire, régional ou global, la géo-ingénierie. Je pense qu'il y a un risque très élevé d'unilatéralisme américain sur ce sujet. Historiquement, il y a eu une relation étroite en fait entre les recherches sur ce sujet, les recherches sur les risques divers nucléaires, c'est les mêmes outils qui permettent de les évaluer, une vision très militarisée des rapports de force entre les différents pays du monde. Et donc, on a aussi besoin d'être mieux préparé par rapport à ces risques nouveaux qui, il me semble, sous l'effet de la privatisation de l'espace notamment, prennent une autre dimension aujourd'hui. Merci. Merci infiniment d'avoir dressé un tableau qui est toujours de plus en plus préoccupant, de présentation en présentation, et qui précisément amène tout directement à la pertinence de la création de l'Observatoire des périls planétaires. Et c'est pour cela que je me tourne tout directement vers vous, cher général Bernard Norlin et Anne Robin. Il faut qu'on gagne du temps. Voilà, pour que vous nous présentiez donc, vos travaux. Voilà, je vais en quelques mots vous expliquer pourquoi nous nous sommes décidés à créer cet observatoire de périls planétaires. Comme je l'ai dit, vous savez que IDN a été créé il y a 10 ans sur les questions pour promouvoir un désarmement nucléaire général, progressif et contrôlé, c'est très important de dire ça, et instaurer un peu de démocratie dans le débat public au sujet de cette question. Mais ce qui s'est passé, c'est ce qui a été pour nous une sorte de choc, comme ce choc l'a été pour le monde entier, c'est le Covid-19, la pandémie de Covid-19, où tout s'est arrêté, et surtout qui a été tout à fait, que dirais-je, caractéristique par ses conséquences sur tous les plans, que ce soit les conséquences géopolitiques, politiques, bien entendu sanitaires, mais aussi environnementales, et qui ont montré que tout était lié. Je vais revenir beaucoup sur cette question un peu plus loin. Mais très rapidement, je vous rassure. Je voudrais simplement vous rappeler que l'arme nucléaire, c'est quand même la première fois dans son histoire que l'humanité s'est donné la capacité de se détruire elle-même. Et à cet égard, la menace nucléaire est un élément clé pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que c'est à la fois, comment dirais-je, l'expression ultime du monde géopolitique déchaîné dans lequel nous vivons, et qui pourrait aboutir à une explosion, à un conflit nucléaire, ou une explosion, une détonation nucléaire, mais c'est aussi en même temps la première historiquement, mais aussi la plus immédiate,
des menaces globales émergentes maintenant, qui sont donc ces menaces globales existentielles pour la planète dues à l'activité humaine. Alors, on connaissait ça, Madame Masson-Delmotte l'a rappelé, ce sont des phénomènes que l'on connaît depuis très longtemps. Je vous rappelle simplement le rapport Meadows du Club de Rome en 1970 qui montrait bien qu'on était en train d'atteindre les limites planétaires qui étaient dues à la croissance, les limites dues à la croissance. Et actuellement, nous sommes en train de franchir 6 des 9 limites planétaires qui sont nécessaires pour constituer un espace sûr et viable. Alors bien sûr, maintenant nous sommes confrontés au dérèglement climatique, comme il vient d'être rappelé, à un certain nombre aux pandémies, à l'effondrement écologique, etc., avec des conséquences sur tous les aspects de nos activités humaines qui sont dans le domaine social et sociétal, politique, géopolitique. Aussi, ne pas oublier les effets pervers des technologies et de la numérisation, qui sont évidemment des menaces existentielles pour la planète. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les solutions requièrent pour être mises en œuvre, ne peuvent être mises en œuvre que dans le cadre de régulation collective. Ce qui pose la question de savoir comment on résout ce problème d'opposition entre ce monde du chacun pour soi et de ce monde qui réclame du sens collectif. Alors peut-être ne faut-il pas chercher à les opposer, mais à les transcender pour prendre en compte l'ensemble des risques planétaires dans leurs interdépendances et dans leurs spécificités. C'est là, à mon avis, que devraient se construire les stratégies du futur. Et comme il a été dit précédemment au cours de table ronde précédente, je pense que l'ONU constitue le cadre idéal pour mettre en place ces régulations collectives. C'est dans cette perspective que nous avons décidé d'entreprendre une réflexion globale sur ces risques mondiaux de l'Anthropocène. Non pas seulement une réflexion spécifique sur chacun de ces risques, mais qui font déjà l'objet d'expertises très nombreuses et de recherches avancées, mais surtout sur leur liaison dans une approche systémique de veille, d'alerte et de proposition. Pour nous, la lutte pour le désarmement nucléaire devenait indissociable de la lutte contre ces nouvelles menaces, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer l'Observatoire des périls planétaires, pardonnez-moi. Cet observatoire aura donc une triple mission de veille, d'alerte et de proposition, et comme objectif d'établir des diagnostics des périls planétaires dans leurs interdépendances, d'accompagner les institutions et les entreprises dans leur recherche de solutions innovantes et d'être une source de propositions pour de nouvelles régulations. Ce projet, qui a été voulu par Paul Quilles, nous avons à cœur de le construire et de le développer maintenant. Mais je passe maintenant la parole à Anne Robin, qui a pensé ce projet et l'a mis en forme, et qui va vous présenter une première étude que nous avons réalisée avec Opinionway, que je remercie ici pour son aide et son soutien. Une première étude donc conduite en France sur la perception des périls. Je vais le dire très rapidement, comme dit ma petite fille de 5 ans devant une grande salle de jeu encombrée, il y a du boulot, quoi. Voilà, donc on va avancer comme ça. Ce qu'on a compris, c'est que... Il faut présenter tout de suite oui, je vais le faire, mais je voudrais juste faire un lien avec ce qu'on a entendu. La vraie question de l'Observatoire des périls planétaires, c'est de dire on ne peut pas laisser les armes nucléaires dans un camp. Et moi qui suis arrivée, Paul Quilles disait mais pourquoi ils ne comprennent pas que la bombe, ça peut tuer l'humanité en 1 seconde? C'était ça la question de l'Observatoire. J'ai dit parce qu'ils voient autre chose. Donc, si on regarde l'étude que nous avons conduite au premier trimestre 2024, les moins de 35 ans sont effectivement tout à fait sensibilisés sur le réchauffement climatique. La question, comme tout philosophe qui commence une étude, il pose une question ouverte en disant quel est le premier péril qui vous vient à l'esprit. Et en fait, de premier péril, il y a eu 2,2 périls. C'est-à-dire que tout le monde avait envie d'en donner plus qu'un
C'était pas, et pourtant, la question n'était que le premier péril. Alors, les moins de 49 ans ont plutôt mis le réchauffement climatique en tête, et les 50 ans et plus ont parlé quand même de la guerre. Donc, c'était au premier trimestre 2024. 20 thématiques ont été reclassées par axe de péril. Je vais vous les donner tout à l'heure. 69% des thématiques, c'est-à-dire des verbatims, correspondaient en spontané, comme ça, à l'environnement, donc réchauffement climatique, montée des eaux et autres. 35% au péril géopolitique, 22% aux enjeux liés sociaux et sociétaux, seulement 4% liés à l'économie. Alors j'insiste bien sur le fait que l'économie aujourd'hui aurait peut-être pu avoir un poids plus important, et 1% seulement liés à la technologie. Ça, c'est des perceptions spontanées à fleur de conscience quand on leur dit quel est le premier péril. On a trouvé 20 thèmes, et je vous les laisse lire, si vous pouvez bien les lire, mais oui, je vais vous les lire. Donc, 60%, pour renvoyer à tout ce que nous avons entendu, sont sur la sécheresse due au changement climatique, 50% sur la montée des eaux, submersion, inondation, 50% la pollution également, 52% les violences et 49% la biodiversité. Juste pour vous dire que quand on réintègre la notion des armes nucléaires, elle n'arrive qu'à 44%. C'est tout à l'heure, il était évoqué, même, c'est presque un même pas peur par rapport au reste. Hein. Voilà. Et quand on parlera, là, on n'a posé qu'une question de perception, mais quand on parlera de temporalité, quand on dira il suffit d'une seconde pour que tout saute, là, peut-être qu'il y aura une autre perception et une autre conscience par rapport aux armes nucléaires. Mais aujourd'hui, en 2024, en tout cas, voilà ce qui ressort. 20 thématiques, recul des démocraties après l'environnement, la biodiversité, abus de l'intelligence artificielle, qui n'apparaissait pas du tout dans les perceptions spontanées, pandémie, épidémie, nouvelles maladies, armes nucléaires. En fin de compte, très sincère, il y a aussi Poutine, hein, parce qu'on a parlé de la psyché de nos grands dirigeants. Il y a la bêtise humaine, la pénurie, la Poutine, la Chine, les USA, 9% quand même de bêtise humaine. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est avec tout ça que l'on avance au quotidien. C'est pour ça que je répète qu'il y a du boulot. Voilà. Alors, on a fait un indice pour quand même partir avec des résultats assez porteurs. Je vais faire comme Benoît Pélobinas. Vous n'êtes pas obligé de me croire, c'était au premier trimestre 2024 et depuis, ça a pu changer. En fait, si on reprend les 20 thèmes que nous avons vus tout à l'heure et qu'on leur a donné une note de 8 sur 10, qui est quand même très fort, on s'aperçoit que les périls liés à l'environnement sont vraiment 78% vécus par les Français. Ils ne sont pas complètement à côté. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de périls à gérer, en vérité. Et à force de dire ils n'y sont pas, c'est pour ça qu'il y a vraiment un boulot de rassemblement. L'Observatoire des périls planétaires est au service de l'ODD 16. J'étais très contente tout à l'heure d'entendre parler de la charte de l'ONU, de respecter les chartes, de se rappeler qu'il y a des objectifs de développement durable. Or, parfois, quand on se promène, on entend « Oh, les objectifs du développement durable, ça sert à quoi ?» Bon. Et ah oui, je connais pas bien. Sauf que une récente étude auprès des maires montre quand même 7 maires sur 10 en France connaissent les objectifs du développement durable. Donc, ça serait bien aussi qu'on en parle un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, concernant les périls liés aux enjeux sociaux et sociétaux, tout à l'heure, on a parlé du Bureau international du travail. C'est quand même 65% des Français qui en sont conscients. Les périls liés à la technologie, c'est 60%. Et les périls liés à l'économie, bon, c'est 38%. Sincèrement, aujourd'hui, ça serait plus. Il n'y a aucun doute, puisque c'était au premier trimestre. Mais qu'on ne dise pas que les gens ne sont pas conscients. Par contre, qu'on dise qu'effectivement, on ne leur donne pas toujours la bonne information.
formation, ça c'est possible. Si on reprend, si vous retrouverez de toute façon, mais si vous reprenez les 78, les 75 et les 65, vous voyez bien quand même que vous faites face à la sécheresse avec 60% en tête, vous avez le recul des démocraties qui est un problème en 2024 sérieux, ainsi que les armes nucléaires et risques de guerre nucléaire. C'est un problème d'intensité. C'est quelqu'un qui disait ça la dernière fois. On parle beaucoup, il y a beaucoup d'études sur les risques et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup d'études comme le film merveilleusement bien expliqué là, sur est-ce que c'est vraiment réaliste de garder la bombe? Est-ce que c'est vraiment réaliste d'avoir des armes nucléaires? C'est autour de ça qu'il faut travailler, en fait. En fait, quand je dis il y a du boulot, c'est que il y a des ODD 16, il y a aussi des ODD 17. C'est des ODD de partenariat, d'alliance entre les organisations, entre les associations. Et l'Observatoire a bien l'intention d'interroger les populations au plus près des pays, parce que les grands chiffres, tout ce que l'on entend, les grands discours académiques, ça ne va pas aider à bouger sur un pays, à s'associer sur un pays. Et donc, on a bien entendu que si on veut travailler pour la paix, il faut innover dans la dimension sécuritaire. Ça, je crois que tout le monde l'a entendu. Pour la responsabilité et l'engagement face aux défis, il faut innover dans l'apprentissage de nouvelles pratiques, mais si on ne les entend pas, ces nouvelles pratiques, on ne risque pas de faire partenariat pour les soutenir. Et puis, évidemment, pour la solidarité, innover dans la capacité des organisations publiques et privées à faire alliance pour faire face aux défis. Et ça, c'est l'ODD 17. Et je crois que quelqu'un en parlera cet après-midi. Voilà. Merci infiniment.